Bonjour tout le monde, mon nom est Manon Chevalier et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Georges Buscemi, qui est président de l'association Campagne Québec Vie. Bonjour M. Buscemi. Bonjour Madame Chevalier. Au Québec, l'absence du débat est indéniable sur l'avortement. Soit vous êtes pro-choix, donc gentil avec les femmes, soit vous êtes pro-vie, donc méchant avec les femmes. Je fais de l'ironie ici, mais si vous osez effleurer le sujet en remettant en cause cette pensée dominante, on vous met au banc des accusés et le verdict est que vous êtes sans cœur pour les jeunes victimes de viol. Quelles sont les vraies statistiques sur l'avortement au Québec et au Canada? Les femmes se faisant avorter sont-elles majoritairement des victimes de viol? Au contraire, selon une étude de l'Institut Guttmacher, qui est un institut pro-avortement affilié à une entreprise d'avortement aux États-Unis du nom de Planned Parenthood. Donc, selon leur étude, à peu près 1% des avortements commis sont pour des raisons de viol. Et 1,5% pour des raisons d'inceste. Donc, la grande majorité, l'écrasante majorité des avortements sont pour des raisons de commodité, des raisons économiques et des raisons même de coercition de la femme par son conjoint. Alors, ce prétexte qu'il faut permettre l'avortement pour cette infime minorité d'avortements n'est que cela, un prétexte pour, je dirais, diaboliser ceux qui ont à cœur non seulement le bien-être de la femme, personne n'est contre le bien-être de la femme, mais bien le bien-être d'une autre personne qui est impliquée dans cet acte qu'est l'avortement, c'est-à-dire l'enfant à naître. Et c'est bien le grand absent du débat. Et c'est vraiment le nœud du débat, c'est qui est cet enfant à naître? Est-il un être humain à part entière qui doit être protégé ou est-ce un vulgaire amas de cellules? Voilà le débat. Et les personnes soi-disant pro-choix, s'ils esquivent cette question-là, ils ne sont pas honnêtes et intègres avec eux-mêmes. Parce que la question est là. Si vraiment on croit sincèrement que ce qu'il existe dans le ventre de la mère après la conception, donc après que le sperme est fusionné avec l'ovule, n'est qu'un amas de cellules, n'est qu'un vulgaire rien informe, alors l'avortement n'a rien de grave. Mais si c'est un être humain, il y a toutes les raisons pour croire que c'est un être humain, parce que qu'est-ce que ça peut être d'autre? On peut en parler des arguments en faveur de la position prouvée et contre l'avortement. Mais si c'est un être humain, alors quand on pose l'acte d'avorter un enfant, c'est-à-dire qu'on met un terme à sa vie. Alors, d'être, entre guillemets, pro-choix, ça veut dire mettre un terme à la vie d'un enfant. Alors, c'est très sérieux, c'est un meurtre. Donc, c'est inadmissible d'être pro-choix, entre guillemets. Ce n'est pas une position sympathique, empreinte de compassion. Non, c'est une position meurtrière. Alors voilà, le nœud du débat, c'est qui est l'enfant à naître? Est-ce un vulgaire amas de cellules ou non? S'il l'est, ben, l'avortement est acceptable. S'il ne l'est pas, l'avortement est un meurtre. Et voilà, je pense que pour moi, même si un enfant est conçu du viol, ça demeure un enfant. Et l'enfant n'a pas à subir la punition que mérite son père. Alors, c'est le père qui est violeur et non l'enfant. Alors, pourquoi l'enfant a à mourir pour le crime de son père? Et donc, aucun avortement n'est admissible, je dirais, moralement. Voilà la position de Campagne Québec Vie et la mienne personnellement. Parce que je ne vois pas d'autre manière d'être un humain intègre qui est en faveur de la vie de toutes les personnes
peu importe son niveau de développement, ses compétences, je suis en faveur de la vie de toutes les personnes, y compris celles qui sont faibles et dépendantes, les enfants à naître. Est-ce que vous avez dit combien il y avait d'avortements au Québec par année? Et je pense que j'ai lu de votre part que vous disiez qu'il y avait plus de 30% des femmes qui se faisaient avorter, que c'était des avortements répétitifs. C'est-à-dire que 30% des femmes se faisaient avorter le font plus d'une fois. Alors, les statistiques, pardon, je n'ai pas vraiment donné les statistiques de l'avortement. Au Québec, il y a environ 25 000 avortements par année. Au Canada, au complet, ça fait 100 000 par année. 35% des avortements commis en une année sont des avortements à répétition. Donc, le deuxième, le troisième ou le quatrième ou le cinquième avortement d'une femme donnée. Voilà. L'avortement a été légalisé au Canada en 1969, avec encadrement. En 88, l'avortement est devenu légal jusqu'à la naissance du bébé. Un an plus tard, suite à l'affaire Tremblay-Daigle, ceux qui ont notre âge s'en souviendront, moi je m'en souviens, il a été statué que le fœtus n'avait aucun droit juridique. À l'époque, pour favoriser l'acceptation générale de cette nouvelle législation, les médias ont présenté un cadre posant des limites pour accéder à l'avortement. C'est-à-dire qu'une femme ne pouvait pas trop envisager d'aller se faire avorter si elle n'avait pas des motifs jugés valables. 40 ans plus tard, le cadre et les limites sont-ils toujours les mêmes que ceux qui avaient été présentés à l'époque? En fait, après 1988, donc la décision de la Cour suprême de faire tomber toutes les balises entourant l'avortement qui existaient après 1969, donc la loi de Pierre Elliott Trudeau, encadrant ou permettant l'avortement sous certaines conditions, dont des comités de médecins qui devaient valider si oui ou non l'avortement était indiqué médicalement. Alors, ce genre de critères pour l'accès à l'avortement de ces comités a été jugé inconstitutionnel en 1988. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont retiré la loi au complet du Code criminel, ce qui a laissé un vide juridique qui devait être comblé par la suite par le législateur, ce qui n'a jamais été fait. Certaines tentatives ont été faites au cours des années qui ont suivi ce jugement, mais rien n'a été réussi. Mais pour ce qui est de balises légales, il n'en existe plus à partir de 1988, il n'en existe pas encore. Alors, il n'y a jamais eu de limite aucune, sauf pour, par exemple, le Collège des médecins ou autres, dépendamment de la province, qui aurait peut-être des lignes de conduite ou autres. Mais vraiment, il n'y avait jamais d'entrave légale à l'avortement à partir de 1988. Donc, tout avortement est légal de la conception jusqu'à la veille de naissance. Et on dit que dans le Code criminel aujourd'hui, puis c'était le cas en 88, à partir de 88, l'enfant devient humain seulement lorsqu'il est sorti au complet du canal de sa mère, du ventre de sa mère. Mais quand il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas humain. C'est un enfant, oui, mais pas humain. Je comprends bien ce que vous dites. Moi, ma question était plus par rapport aux limites et aux cadres qui avaient été présentés par les médias. C'est-à-dire, je parle plutôt de la propagande parce que dans la tête de nos compatriotes québécois, je pense que pour la grande majorité, ils pensent sincèrement que l'avortement est encore utilisé dans des cas d'exception seulement. J'ai ce sentiment-là, moi, quand je m'adresse à mes compatriotes, vraiment, je ne pense pas qu'on a réalisé au Québec à quel point l'avortement était utilisé de façon banalisée. Donc, moi, c'est plus au niveau de la propagande, les limites qu'on avait présentées, parce que je pense que c'était perçu comme étant vraiment dans des cas ultimes de viol, d'inceste ou de graves problèmes. C'était ça dans l'esprit des gens. Donc, certainement que les médias, à l'époque, ont joué un jeu important pour, si on veut, duper l'opinion publique et pas leur faire vraiment comprendre de quoi qu'est-ce qu'il en était réellement sur un plan juridique.
Je ne peux pas parler par expérience de, disons, la propagande médiatique entourant la décision Morgenthaler et celle de l'année suivante d'Aigle contre Tremblay. Ce que je peux dire, c'est qu'une chose semblable est arrivée avec l'euthanasie. Lorsqu'on parlait de comment, avec l'euthanasie et sa dépénalisation, que c'était seulement pour des cas extrêmes de détresse en fin de vie, lorsque la personne n'avait que quelques semaines de toute façon à vivre. Ça serait humain de permettre à cette personne-là d'avoir accès à l'euthanasie pour terminer ses jours dans la dignité. Et bien rapidement, ces balises, ces critères encadrant l'acte tombent une après l'autre lorsque cet acte entre dans les mœurs et devient banalisé par le fait que les gens s'y habituent tranquillement. Alors, en 1988, ça ne me surprendrait pas si les gens disaient « Oh, c'est quand une jeune femme se fait violer, puis elle a besoin d'un recours à cela parce qu'elle n'est pas prête à assumer cette responsabilité. Et de toute façon, ce n'est pas son enfant. Puis lorsqu'elle l'aura, elle verra en son enfant le visage de son violeur. Puis c'est très traumatique. Donc, il faut permettre ce geste, mais de toute façon, ça sera rare. Un peu comme Hillary Clinton ou d'autres personnages publics diraient que ça doit être sécuritaire, légal et rare. C'était le refrain qu'on entendait et qu'on entend de moins en moins en fait maintenant, mais dans les années 90 ou 80-90, c'était le refrain légal, rare, sécuritaire. Parce qu'on disait, il y aurait de toute façon autant d'avortements si c'était illégal que c'était légal, sauf que les avortements dans un contexte d'illégalité seraient non sécuritaires et que la femme serait en danger. Ce qui est faux, en fait. On comptabilisait assez facilement les avortements, je dirais, à domicile, que les femmes provoquaient d'elles-mêmes, parce qu'elles finissaient à l'hôpital. Celles qui étaient bâclées finissaient à l'hôpital et on avait des dossiers pour cela. On voyait qu'il y avait beaucoup moins d'avortements. Et même quand on a dépénalisé l'acte en 1969, le nombre d'avortements était très en deçà de ce qu'il est devenu vers 1988. On parlait de 500 avortements par année, peut-être au Québec au départ. Puis ça a culminé à 30 000 vers 1995, disons, dans ces années-là où il y a eu un pic. Puis ensuite, ça a baissé par après, non à cause d'une réforme des mœurs, mais plutôt à cause d'une baisse du nombre de femmes démographiques en âge de procréer. Donc, maintenant, le taux d'avortement semble avoir baissé. Pour cette raison-là, le vieillissement de la population, il y a moins de femmes en âge de procréer. Et deuxième chose, c'est la pilule du lendemain. Donc, différentes sortes d'avortements. Un avortement très précoce par pilule. Donc, s'il y a conception, cette pilule empêche la nidation de l'enfant sur la paroi utérine. Donc, l'enfant meurt par asphyxie et meurt de faim, finalement. Justement, vous venez de parler de la pilule du lendemain. Ma prochaine question, c'est les grands médias n'expliquent jamais au public les risques associés à un avortement pour une femme, les risques de l'avortement lui-même, avant, pendant, après, et aussi le risque en prenant la pilule du lendemain. Alors, il y a plusieurs moyens de se procurer un avortement médicamenteux. Il y a la pilule du lendemain qui peut empêcher soit, comme je l'ai expliqué, la nidation, donc dans ce cas-là, ça provoque un avortement, ou empêche le sperme de rejoindre l'ovule. Alors là, c'est un moyen de contraception.
Donc, il y a deux façons d'agir, cette pilule du lendemain. Donc, on n'est jamais certain comment cette pilule aurait réussi à empêcher la grossesse. C'est soit en tuant l'enfant, en empêchant la nidation, soit en empêchant le sperme de rejoindre l'ovule. Les risques viennent avec la pilule abortive qui se prend plus tard, pas seulement le lendemain, mais je veux dire à 6, 7, 8, 9, 10 semaines de gestation. Et donc, dans ce cas-là, le risque est qu'après avoir pris cette pilule, c'est en fait deux pilules, une qui tue l'enfant, l'autre qui provoque des contractions. Et les contractions, quand elles commencent, bien, la femme doit se positionner sur la toilette et l'enfant sort. Et si l'enfant n'est pas sorti au complet, s'il y a des morceaux de l'enfant qui demeurent dans l'utérus, il peut avoir un empoisonnement sanguin, une infection ou autre, qui peut avoir des conséquences graves et même la mort dans certains cas. Alors, voilà pour les risques. Et ça ne comprend pas aussi, et on peut en parler en général, l'avortement des risques psychologiques également. Au niveau de, par exemple, une étude en Finlande a constaté que si on comparait deux groupes, les femmes qui avortaient et les femmes qui gardaient leur enfant, et l'année qui suit, les femmes qui avortent ont 4 fois plus de chances de mourir dans l'année qui suit que la femme qui garde son enfant. Alors, dans les deux cas, ce n'est pas un énorme montant de personnes qui meurent dans l'année qui suit, sauf que c'est 4 fois plus de femmes qui meurent dans l'année qui suit l'avortement que de femmes qui meurent l'année qui suit l'accouchement. Alors, cela contredit l'impression très forte qu'on véhicule que l'accouchement est plus dangereux pour la femme que l'avortement. Non, parce que l'accouchement, oui, est un acte très, je dirais, traumatique pour la femme. Comme père de famille, je l'ai vécu à travers mon épouse. Et je vois qu'en effet, c'est quelque chose de quand même sérieux dans la vie d'une femme que d'accoucher d'un enfant. Par contre, une fois cela passé, la mère trouve un nouveau sens à sa vie. Elle a la joie d'avoir un enfant. Elle a des préoccupations sérieuses. Elle veut faire attention à sa santé et tout cela. Donc, si on compare sa vie avec celle d'une femme qui a avorté, la femme qui a avorté, peut-être que l'avortement en soi est moins traumatisant dans l'immédiat, s'il n'y a pas de bavure du côté chirurgical pour la femme, et si l'avortement s'est passé bien pour la femme. Néanmoins, elle aura plus de dépression, 8 fois plus de taux de suicide, des comportements liés au regret, l'alcoolisme plus élevé, les problèmes de dépression. Donc, tout ça fait en sorte que soit la femme qui avorte a des comportements plus à risque dans l'année qui suit un avortement, soit qu'elle est plus déprimée, soit qu'elle se suicide. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour dire que finalement, l'accouchement est plus sécuritaire pour une femme. 4 fois plus. Vous disiez qu'il y avait 4 fois plus de chances de mourir, c'est ça? Après, les causes de la mort, c'est tout ce que vous nous avez dit là, maintenant, d'accord? C'est pas une maladie spécifique ou un problème très, très spécifique relié au fait de se faire avorter. D'accord, très bien. Au Québec, les cliniques d'avortement essaient-elles, dans un premier temps, de suggérer des alternatives aux femmes pour éviter qu'elles aient à subir justement une expérience traumatisante, potentiellement traumatisante comme l'avortement? Est-ce qu'on leur suggère des ressources humaines, financières? Est-ce qu'on leur propose de leur faire rencontrer des couples désirant adopter un enfant? Est-ce que ce genre de choses existe?
C'est la question qu'on me pose le plus souvent, ou bien le commentaire qu'on me fait le plus souvent. C'est, pour plusieurs, c'est l'évidence même que l'adoption devrait être l'option qui est préconisée pour enrayer l'avortement. Mais le problème, c'est que l'adoption est ultra rare et très mal vue, je dirais, au Québec. Très mal vue. De façon anecdotique, mais ça fait quand même une quinzaine d'années que je travaille en pro-vie, c'est que les femmes qui contemplent avorter leur enfant trouvent que l'enfant est mieux servi de ne pas exister que de naître sachant qu'il a été abandonné par sa mère. C'est vraiment, je dirais, la pensée la plus forte chez la femme québécoise d'aujourd'hui. C'est de dire, je ne peux pas faire cela à un enfant que de le mettre au monde et ensuite de l'abandonner, qu'il porte toute sa vie cette blessure d'avoir été abandonné par sa mère. Mieux vaut qu'il ne soit pas. Mieux vaut qu'il n'existe pas. Voilà, je dirais, toute la tragédie. C'est vraiment un revirement de valeur par rapport à une génération antérieure qui voyait quand même, malgré les blessures, malgré les difficultés, que la vie valait d'être vécue, que l'existence même était un bien. Mais maintenant, l'existence n'est pas un bien en soi. Il faut, plus que l'existence, il faut, je dirais, on dirait une dignité, mais une dignité qu'on se définit différemment, peut-être le plaisir. Le plaisir doit être là. S'il n'a pas de plaisir de jouissance, l'existence en soi n'a pas de sens et mieux vaut disparaître, ce qui explique aussi, aujourd'hui, qu'on tue l'être humain à la fin de sa vie également. Quand la vie n'est plus pleine de bonheur, de plaisir, de douceur, elle n'a plus de sens. Donc, mieux vaut qu'elle se termine à ce moment-là. Un peu le refus de la souffrance, le rejet que la vie, la souffrance fait partie intégrante de la vie. C'est quelque chose, un concept aujourd'hui qui est rejeté. La souffrance aujourd'hui est absurde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas raison d'être, que la vie n'a pas raison d'être si elle est empreinte de souffrance. À ce moment-là, il faut simplement... Le problème à résoudre, c'est la vie elle-même et non la souffrance. Il faudrait juste terminer sa vie puisqu'elle a ce défaut fondamental. Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le docteur Maurice Caillet, qui est un médecin français aujourd'hui décédé, qui a expliqué qu'il avait été menacé de prison s'il continuait à mettre en contact des couples désireux d'adopter avec des femmes souhaitant avorter. Pour ces femmes. Et puis en plus, les lois françaises sont lamentables puisqu'on n'a même pas le droit de mettre en relation une femme qui veut se faire avorter avec une famille qui veut adopter. Lorsque je faisais des interruptions de grossesse, je me suis risqué à faire ça. Eh bien, j'ai eu un coup de téléphone du procureur de la République de Rennes qui m'a dit « Si vous continuez, docteur, à mettre les futurs avortés avec les couples stériles, je vous mets en prison. Ça ne sera pas long, vous allez y aller très très vite. » Savez-vous si ce type de menace, avez-vous déjà entendu parler de témoignages de médecins québécois ou canadiens qui auraient subi ce même genre de menaces? Non. Je dois dire que je n'ai pas entendu d'anecdotes ou de récits allant dans ce sens-là au Canada ou au Québec. Ça ne me surprendrait pas, par contre, d'en entendre parce que, d'après les témoignages que me donnent les femmes, certaines ayant avorté, d'autres ayant finalement gardé leur enfant, c'est que dans les milieux de CLSC,
donc les milieux hospitaliers ou de santé du Québec, ont fait tout pour faciliter l'accès à l'avortement. Et il y a une peur énorme de culpabiliser la femme en lui suggérant que peut-être de garder son enfant serait mieux pour elle ou serait mieux en termes absolus. Donc, il y a vraiment un encouragement à l'avortement au niveau institutionnel au Québec. On peut quand même discuter avec la femme pour s'assurer que, encore, on étudie son cas pour voir si sa situation est idéale pour l'arrivée d'un enfant. Si sa situation ne l'est pas, par exemple, si elle est une étudiante ou est en rupture de couple ou autre, à ce moment-là, on va simplement lui dire « Il n'y a aucun problème. Prenez la voie de l'avortement et comme ça, vous pourrez continuer, puis vous aurez un enfant plus tard quand vous serez prête. » Alors, c'est vraiment la mentalité très forte. C'est comme une courroie de transmission vers l'avortement. Et toute autre option, si on en parle, c'est du bout des lèvres, avec timidité, parce qu'on ne veut pas donner l'impression que, l'avortement n'est pas un choix légitime. On veut vraiment que la femme soit vraiment à l'aise avec l'avortement. Et donc, les autres options sont indiquées peut-être du bout des lèvres, mais vraiment l'avortement est préconisé s'il y a un problème dans sa vie. Et à 80, qui n'a pas de problème dans sa vie? Dans le meilleur des mondes, il y a toujours des défis dans la vie. Et donc, souvent, ça finit par être l'avortement. Donc, j'ai eu moi-même des témoignages de femmes qui ont fini par garder leur enfant, mais la travailleuse sociale, normalement, elle était très forte à pousser pour l'avortement parce qu'elle ne voulait pas. Cela indignait la travailleuse sociale de penser que peut-être que la femme enceinte était coupable par rapport à l'avortement. Elle a été peut-être qu'il y a eu des pressions patriarcales dans son passé qui faisaient en sorte qu'elle avait de la culpabilité par rapport à l'avortement, qu'il fallait, elle, dissiper ces problèmes-là en lui mettant à l'aise avec l'avortement. Voyez-vous? Alors, c'est ce genre d'attitude-là que nos femmes sont culpabilisées, il faut les mettre à l'aise. L'avortement, c'est un acte médical complètement légitime, alors il faut les mettre à l'aise, puis tout ira bien. Et non, ne vous inquiétez pas de cela, vous n'êtes pas prête. Donc, c'est toujours dans ce sens-là, parce que là, nous vivions, il n'y a pas longtemps, dans un monde patriarcal, puis il ne faut pas que ça revienne par la porte arrière, il faut que les femmes soient vraiment maîtres de leur autonomie. Et donc, toute cette attitude-là fait en sorte que l'avortement est préconisé. La large majorité des pays limite l'avortement à 12 semaines de grossesse, l'accès. Certains pays permettent qu'il ait lieu jusqu'à 14, 22 ou 24 semaines. Il n'y a que la Chine, la Corée du Nord, quelques États américains et le Canada qui permettent comme vous l'avez dit au tout début, que l'avortement ait lieu jusqu'à la naissance, c'est-à-dire jusqu'au 9e mois. Lorsqu'on s'indigne de cette situation, nos détracteurs disent que malgré le vide juridique, il n'y aurait jamais d'avortement au Québec réalisé au 3e cycle de grossesse. Êtes-vous d'accord? C'est complètement faux. Il y a entre 20 et 40 avortements tardifs par année au Québec. Donc, avortement dans la 30e semaine et plus. Et à ce stade-là, les enfants sont complètement viables, sont vraiment des bébés à naître, comme on les voit lorsqu'ils sont nés. Donc, des avortements à cette étape-là impliquent une injection
de poison au cœur de l'enfant pour qu'il meure dans le sein maternel, et ensuite une césarienne pour sortir le corps mort. Et donc, ce sont des meurtres vraiment prémédités. Il y en a de 20 à 40. Quand même, ce n'est pas insignifiant. C'est une salle d'école, une classe entière qui se fait tuer par année par cette méthode-là, au Québec. Pour ce qui est des avortements un peu moins tardifs, donc entre 15 et 25 semaines, bon, la viabilité aujourd'hui peut débuter à 19, 20, 21 semaines avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc, on peut parler ici aussi d'avortement tardif. Il y en a eu 14 000 depuis 1989. 14 000 au Québec. Au Québec. Une étude récente a démontré que ces avortements ont eu lieu et même que un pourcentage significatif, 10 %, naissaient vivants. C'est-à-dire que l'avortement a eu lieu, mais l'enfant est sorti vivant du ventre de sa mère pour mourir ensuite quelques heures après. Donc, dans ce cas-là, ce sont des meurtres, selon la loi, selon le code criminel, des meurtres ont eu lieu, mais aucune poursuite n'a été faite puisque l'intention était d'avorter. Mais dans le code criminel, on dit bien que si l'enfant, ayant été blessé dans le sein maternel, sort vivant et ensuite meurt, c'est un meurtre selon la loi. Mais, puisque c'est un avortement voulu par la femme, on ne poursuit pas ce crime. Incroyable. On passe à côté, simplement. Le docteur Anthony Levatino a stupéfait le Congrès américain en 2015 lorsqu'il a expliqué de façon détaillée chaque étape requise pour extraire un fœtus humain de 22 semaines du ventre de sa mère. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and a half-inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, and pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Pensez-vous que les Québécois, s'ils prenaient le temps de visionner une vidéo d'avortement, pourraient remettre en question leur position pro-choix? Cela dépend de leur volonté, leur bonne volonté. Veulent-ils connaître la vérité? Parce que pour plusieurs, même si on leur montre une vidéo, s'ils ne sont pas prêts à accueillir la vérité, ils ne verront que une espèce de tache de sang sur l'écran et ils accuseront la personne d'une attaque contre elle. En d'autres mots, la réponse est comme à deux éléments. D'une part, si la personne est disposée à connaître la vérité, comme je l'étais moi-même, par exemple, en 2008, j'étais étudiant à McGill en sciences religieuses et je me suis joint à un groupe pro-vie
Mais pour des raisons plutôt égoïstes, c'est que je voulais rencontrer des gens. J'étais nouvellement arrivé à Montréal. Et donc, je me suis joint à un club, en l'occasion, un club pro-vie. Mais je n'avais pas vraiment de passion pour cette question-là. C'était plutôt pour rencontrer des gens. Mais j'étais quand même dans des bonnes dispositions par rapport à ce que ce club faisait. Donc, j'étais prêt à écouter une soirée d'apologétique pro-vie, c'est-à-dire des arguments en faveur de la vie contre l'avortement. Et dans le contexte de cette soirée-là, il y avait une vidéo d'avortement à différentes étapes qu'on nous présentait. Donc, à 7 semaines, à 10 semaines, 12 semaines, 15, et ensuite, finalement, 20 semaines de grossesse. Et je dirais, pro-vie tiède, plutôt, c'est ça, sans vraiment envergure, sans vraiment de colonne vertébrale solide. Je suis devenu vraiment un passionné parce que je voyais dans ces images des petits bébés tués par avortement. On voit les mains, on voit la mâchoire, la bouche qui ouvre, la petite langue, les ongles des doigts, les ongles des petits orteils, les cheveux sur la tête. À 20 semaines, il y a des cheveux. L'enfant est un bébé, juste un peu plus maigre, un peu plus petit, mais quand même un bébé. Quand on voit cela, on ne peut pas croire nos yeux. On se dit, comment est-ce qu'on peut vivre au quotidien, circuler, marcher dans la rue quand on sait qu'à quelques pas d'où nous sommes, dans une clinique cachée à quelque part, dans un de ces gratte-ciels que nous voyons, on est en train de faire cela. Il y a une déconnexion, un élément de surréel. C'est un peu comme Solzhenitsyn qui parlait que en URSS, la vie quotidienne allait de son train tout naturellement, tandis qu'il y avait des petites prisons où on gardait des prisonniers et on les envoyait au goulag secrètement, et ces prisonniers-là étaient finalement tués ou maltraités. Et personne ne s'en souciait. C'était comme, oh, c'est normal, ou on n'en parle pas, c'est un secret honteux. C'est la même chose. C'est que nous avons caché ce secret honteux que nous tuons des bébés avant la naissance. Et c'est ça que j'ai appris. Mais j'étais disposé à l'apprendre. Je n'avais pas, disons, cet empêchement, cette espèce de mauvaise volonté, cette espèce de refus de la vérité. Donc, j'avais, je pense que j'essaie de l'entretenir en moi, cette soif de vérité. Si on a une soif de vérité, elle va finir par nous sauver avec la grâce. Elle va nous ouvrir à cette vérité que l'avortement tue un être humain innocent. Et c'est bien évident quand on regarde l'image, cela est corroboré. On voit les membres, la bouche, les yeux, le nez. Qu'est-ce que ça peut être autre? Et là, on va dire, peut-être, si on tente d'être un peu plus sophistiqué, on va dire, cet enfant n'est pas encore développé ou n'a pas conscience de lui-même, ou peu importe. Ce genre de réponse n'a pas de valeur. Est-ce qu'un enfant de 2 semaines a une capacité de réflexion très, très développée? Est-ce que cet enfant-là a une capacité de langage? Non. Autant que... Et si on affirme que... Si on persévère dans la pensée que la capacité du langage ou de la réflexion est nécessaire pour définir l'être humain, ben on en vient à cautionner l'avortement post-naissance. Ce que fait, par exemple, un très fameux bioéthicien, et je mets ça entre guillemets, Peter Singer de Princeton, qui, lui, est en faveur de l'avortement post-natal
puisqu'il dit, l'être humain, son essence est définie par la capacité de réflexion, de projeter son avenir dans son fort intérieur, et donc l'enfant n'a pas ça. Mais on pourrait même dire que l'enfant n'a pas ça avant peut-être 5-6 ans, il me semble. L'enfant se débrouille, mais ne sait vraiment pas qui il est ou qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et on peut même... Cela finit tout dans l'arbitraire. On voit clairement que l'être humain en soi n'a plus de définition. Il devient, et on peut en parler dans le cadre de l'individualisme radical de nos sociétés, mais c'est comme si, en refusant la définition simple de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est issu d'un père et d'une mère, il est conçu par la fusion du sperme et de l'ovule. Sa vie débute à ce moment-là. Il y a une entité indépendante des deux parents génétiquement, qui a sa propre ADN. Tous ses traits sont codés dans cet ADN. Il est vivant. Et à partir de la conception, il n'a besoin que de la nourriture et de l'eau pour se développer, et ce, jusqu'à la mort. Bien sûr, cette nourriture et cette eau est en provenance de différentes sources, à différentes étapes de sa vie, de sa mère, dans les premiers 9 mois, et après cela, ça peut être de sa mère ou de son père ou d'un autre après. Mais cette entité n'a pas plus de complexité d'ajouter après la conception. À la conception, tout est là pour que cette entité continue à grandir et à se développer en un être humain que nous reconnaissons. Mais c'est qu'il était être humain dès la conception, parce que rien n'a été ajouté. Alors voilà l'argument pro-vie, c'est qu'il n'y a pas de raison pour dire que ce qui existe à la conception est essentiellement différent de ce qui existe 3 mois, 4 mois, 5 mois et 80 ans après la conception, ne serait-ce que un certain apprentissage et le temps. Mais il est inadmissible de discriminer selon l'âge. Alors, si quelqu'un... il n'est pas plus légal de tuer quelqu'un à 70 ans que de... C'est pas moins grave si on tue quelqu'un à 80 ans que celui qu'on a tué à 70 ans. Et la connaissance, c'est pas moins illégal de tuer quelqu'un d'ignorant que de tuer quelqu'un de savant, ou au moins pas encore, mais encore. Alors, pourquoi l'ignorance de l'enfant, sa jeunesse et sa dépendance devraient jouer contre lui, puisqu'il est dans le ventre de sa mère? Donc vulnérable. C'est un être humain à part entière. Si on abandonne cette simple définition d'être humain, on se livre à l'arbitraire. De qui? Des plus forts. Et voilà la société qui existait avant, disons, je dirais l'influence la plus pro-vie au monde, c'est la religion chrétienne. Donc, le néopaganisme d'aujourd'hui est très semblable au paganisme pré-chrétien, c'est-à-dire que durant cette époque, il n'y avait pas de vrai problème à ce qu'un père de famille décide que l'enfant devait être exposé, même après la naissance, parce que l'avortement n'était pas fait, parce qu'il était incommode de le faire, il n'avait pas les moyens médicaux. Donc, l'enfant naissait, puis ensuite on l'exposait, on le mettait dans une forêt pour que les chiens sauvages le dévorent, simplement, ou qu'on le jetait au rebut. Et souvent, c'était les chrétiens qui recueillaient ces enfants-là. Et donc, aujourd'hui, nous revenons à une culture où la force fait le droit, où les faibles sont de moindre valeur et sont marginalisés. Mais hypocritement, nous annonçons notre allégeance aux droits de la personne, nous prônons l'égalité, la diversité, et c'est un masque au pouvoir, je dirais, cruel du fort contre le faible. Je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport aux avortements au-delà de la naissance.
si on peut appeler ça comme ça, carrément des infanticides. Vous parliez d'un monsieur Singer, c'est ça? Oui, c'est un célèbre bioéthicien, Peter Singer. Peter Singer, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, en 2022, l'État du Maryland a préparé un billet légal pour que les femmes soient en mesure de mettre fin à la vie de leur nourrisson jusqu'à 28 jours après la naissance du nourrisson. Après, on pourrait discuter que si on est rendu là, ben pourquoi pas 30 jours, pourquoi pas 2 ans, pourquoi pas, en fait, c'est le début de la fin. Le début est déjà commencé depuis bien longtemps. Vous avez aussi le gouverneur du Minnesota et actuel candidat démocrate à la vice-présidence des États-Unis, Tim Walz, qui, dans son État du Minnesota, il est gouverneur là-bas, il a supprimé l'obligation d'essayer de sauver un bébé lorsqu'il naissait dans le cadre d'un avortement en étant vivant à la sortie du ventre, n'est-ce pas? Donc, c'est assez incroyable. On parle d'infanticide. Comment... Je sais que vous l'avez déjà expliqué d'une certaine manière, mais... moi, j'arrivais même pas à croire que c'était même pas concevable dans mon esprit que de telles législations puissent voir le jour. Puis je pense qu'on parle aussi de l'État de la Virginie. En fait, ça se multiplie de plus en plus. L'idée même, on essaie de banaliser l'idée qu'un infanticide serait acceptable si la mère et le père le souhaitent. C'est comme je vous expliquais il y a quelques questions sur les avortements, je dirais, entre 15 et 24 semaines au Québec depuis 1989. Donc, il s'est fait 14 000 avortements de ce type-là. Et 10 % d'entre eux étaient des naissances vivantes. Et la mort s'étant suivie par après. Et seulement 10 % de ceux-là ont reçu des soins palliatifs. Tous ces décès-là, donc 1400, étaient, selon la loi, des crimes. Et donc, le gouverneur Tim Walz, voulait rendre, je dirais, officiel ce qui est déjà officieux. Parce que déjà dans les hôpitaux, on ne fait rien quand l'enfant survit à un avortement. On le met dans une chaudière et il meurt. Et seulement 10 % ont reçu un genre de soins palliatifs, un genre de soins de fin de vie. Donc, cette situation-là est connue, elle est étudiée, elle est documentée. Cette étude québécoise est sortie cette année sur les 14 000 avortements semi-tardifs, 15 et 24 semaines autour de cela. Vous avez un exemple précis d'un événement qui aurait pu arriver? D'avortement tardif? Québec, oui. Bien, dernièrement, il y avait l'avortement de ce que nous avons appelé l'enfant, le bébé Daniel. Alors ça, c'est un avortement tardif à 38 semaines qui a eu lieu à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Et ça, il y avait un sonneur d'alerte qui nous a averti que ça allait arriver. Dans 2 jours, la personne a dit l'avortement est programmé pour dans 2 jours. Il y a beaucoup de désaccords avec cela. C'est la première fois que nous avons eu à composer avec une telle chose. Et il y a de la dissension dans notre groupe. Puis la personne se demandait, est-ce que c'est même légal? Est-ce que c'est vraiment un avortement, ça? Puis, il fallait lui expliquer, oui, au Canada, il n'y a aucune loi pour empêcher la mise à mort d'un bébé à 38 semaines. Et on nous disait, c'est un bébé en santé. C'est une femme qui était itinérante, sans domicile fixe. Et que cette femme ne voulait pas confier son enfant en adoption. Et donc, finalement, nous avions tenté d'intervenir. Et il y a même un article dans le Journal de Montréal qui explique que l'hôpital, entre guillemets, s'est senti harcelé par les appels de certaines des personnes qui ont reçu notre courriel disant que, s'il vous plaît, priez pour cet enfant qui est à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est menacé d'avortement.
Nous le nommons bébé Daniel, priez pour bébé Daniel. Alors les gens ont prié, puis ensuite certains d'entre eux ont appelé l'hôpital, ont tenté de trouver le département et ensuite de trouver la mère et tout cela. Donc il y a eu des tentatives pour offrir l'adoption. Et même une femme a réussi, qui m'a rappelé par la suite, m'a dit, j'ai réussi de retrouver l'infirmière qui était attitrée à cette division-là et qui a ensuite dit, oui, nous avons cet avortement demain, puis tout le monde est en émoi, mais que voulez-vous, c'est le choix de la femme. Et malheureusement, l'avortement a eu lieu, comme prévu, par injection létale, et ensuite par césarienne pour sortir le bébé mort. Donc, c'est des choses qui se passent. Ce type d'avortement-là, très tardif, à 38 semaines, carrément, l'enfant peut, je ne dis pas marcher, mais il est bien prêt à sortir. Puis d'avoir vu 4 enfants naître de mon épouse, ça aurait dû être une horreur de commettre ce meurtre-là. Pour le médecin, pour le personnel hospitalier, ils ont dû... Et cette horreur se répand dans toute la société, nous affecte tous. Cette hypocrisie, parce qu'on parle des droits de la personne, ça ne peut pas durer. Mais les gens ne veulent pas faire face à cela, à ce démon-là, à ce genre d'horreur. Alors, elle est cachée, elle est masquée. Et à Campagne Québec Vie, c'est notre devoir d'arracher ce masque, de montrer cette réalité-là et d'insister qu'il faut faire quelque chose et il faut que cela cesse. Merci pour ce témoignage. En 2016, un autre énorme scandale a éclaté aux États-Unis lorsque des enregistrements ont été dévoilés au monde entier montrant des directeurs et des hauts dirigeants de Planned Parenthood, l'association dont vous parliez plus tôt. Planned Parenthood est présente dans presque tous les États américains et ils se vantent de faire 325 000 avortements par année aux États-Unis. Et ils se disent être sans but lucratif. Et dans ces enregistrements, on pouvait voir des directrices, surtout des directrices de différents bureaux, négocier le prix d'organes de fœtus humains et de membres de parties de bébés avortés. Ces femmes expliquaient même que des efforts étaient mis dans la façon de faire l'avortement pour endommager le moins possible les organes, puisqu'on comprenait que le prix de ces organes était plus élevé s'ils étaient en bon état. Il y a même quelques femmes qui déclarent que ce qu'elles veulent s'acheter avec l'argent qu'elles vont obtenir de la vente de ces organes. Une déclare qu'elle veut une Lamborghini ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait un scandale énorme aux États-Unis. Quand on voit ici au Québec et au Canada à quel point l'avortement, on fait la promotion de l'avortement et qu'il n'y a aucune alternative possible, quand on voit aussi à quel point il est difficile d'adopter un petit Québécois nourrisson, moi, personnellement, je peux parler. Je suis sur une liste d'attente. Ça fait déjà 3 ans que je suis sur la liste d'attente pour l'adoption normale, c'est-à-dire traditionnelle. Et on m'a appelé la dernière fois pour vérifier si je voulais toujours rester sur la liste en m'indiquant qu'il me restait 12 ans à attendre. Donc, on parle de 10 à 15 ans d'attente pour une adoption régulière d'un petit bébé québécois. Donc, ma question, sachant que finalement, ce que ça veut dire, c'est que systématiquement, toutes les femmes se font avorter, il n'y a plus de bébés en adoption, on pourrait croire que ce type de pratique ait lieu ici aussi. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être le cas? Oui, ça pourrait être le cas, mais je n'ai pas de preuves tangibles que cela se passe ici au Canada. Une tentative a été faite par un groupe pro-vie pan-canadien en 2000, dans les années de ce reportage choc des États-Unis pour demander à ce que tous les ministères de la Santé de chaque province fassent enquête dans le système pour voir si ce genre de traite existerait.
Et bien sûr, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que d'en parler ouvertement au public que cette pratique existe et qu'il est possible qu'on fasse la traite auprès d'universités de ces organes qui valent cher pour la recherche, en passant presque tous les vaccins contiennent, c'est-à-dire sont fabriqués à partir de cellules souches soutirées d'enfants à naître avortés. Alors, ce genre de vaccin est produit dans des centres de recherche et ces vaccins sont produits à partir de cellules souches sur lesquelles on fait croître des virus. Alors, on se sert des cellules souches d'enfants à naître pour faire croître différents virus pour faire la recherche sur les vaccins et ensuite en fabriquer. Donc, ça fait partie intégrante du complexe pharmaceutique, si on veut. Tous les vaccins COVID, par exemple, qui étaient disponibles au Québec, ont dans leur processus l'utilisation des cellules souches d'enfants à naître. Et donc, c'est fort possible qu'au Canada, un genre de vente, d'utilisation est faite, mais puisque dans les institutions de santé et universitaires, les représentants sont presque unanimement en faveur de l'avortement, ils ne veulent rien faire pour fragiliser l'accès à l'avortement. Et ils savent que s'ils parlaient de cette traite, de cette possibilité qu'il y ait une traite, d'une utilisation des bébés avortés pour fin de recherche, et même un trafic, cela ferait un scandale et les gens remettraient en question l'avortement. Donc, on se tait, simplement. Et c'est ce qui se passe au Canada, on se tait. Et vous me faites penser, en parlant des compagnies pharmaceutiques, on a d'ailleurs beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui viennent s'installer au Québec, ce qui laisse à réfléchir aussi sur cette question. Ma prochaine question est la suivante. Les avis sont partagés sur l'avortement. Vous avez le candidat à l'élection présidentielle républicain Donald Trump qui, lui, serait en faveur d'un avortement limité aux cas extrêmes que constituent le viol, l'inceste ou lorsqu'il y a un risque pour la vie de la mère. Au Canada, les deux partis les plus gros, les libéraux et les conservateurs, gardent le statu quo sur cette question. De temps en temps, une petite polémique, mais vite, on ferme le sujet. Il y a le Parti populaire du Canada, le PPC, qui de son côté croit qu'il est urgent d'interdire l'avortement au-delà du deuxième cycle. Donc, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, je crois que le troisième cycle, c'est à partir de 22, 23 semaines de grossesse, 20-22. C'est soit ça ou 25 à 40. À 40. Donc, 25 à 40. Ouais, il y a différentes délimitations, mais disons que le troisième trimestre irait après le seuil de viabilité jusqu'à la naissance. Donc, 22 à 25 semaines jusqu'à la 40e semaine. Alors, ma question pour vous, c'est par rapport à toutes ces différentes opinions. Je pense que je connais un petit peu la réponse parce que vous en avez parlé beaucoup, mais ce serait quoi votre position là, quand vous regardez ce qui est offert par les différents partis politiques? Je préfère évidemment celle qui permet le moins d'avortements possible. Mais pour moi, moralement parlant, tout avortement tue un être humain innocent. Voilà ce que c'est que l'avortement. Quand on me demande qu'est-ce qu'un avortement, l'avortement est le meurtre d'un être humain avant la naissance. Voilà ce que c'est. Alors, est-ce que le meurtre est digne d'une société civilisée? Est-ce qu'on devrait tolérer le meurtre d'une certaine population puisque les gens ne reconnaissent pas la valeur de cette population? Il y a des exemples dans l'histoire où certaines minorités étaient perçues comme étant moins valables, moins humaines. Est-ce acceptable de tolérer que ces gens-là soient tués? De temps en temps, il faut tourner le regard sur ces meurtres. Moi, je trouve ça inacceptable. Je ne suis pas législateur. Alors moi, je parle
au public, y compris aux législateurs, pour leur dire que tout avortement est un meurtre. Et de votre côté, vous avez votre travail à faire, vous connaissez vos contraintes, agissez selon votre conscience et au maximum pour conserver la vie humaine. Merci. La société contemporaine québécoise est foncièrement matérialiste, vous direz la plupart des sociologues aujourd'hui. On peut certainement dire que c'est une société où règne le chacun pour soi, le je m'en foutisme, ou le tant que ça ne me touche pas, j'ai pas de problème. Existe-t-il un lien entre cet état de la société québécoise et l'impossibilité de remettre en question la pratique de l'avortement? Bien sûr. Je ne suis pas aussi... j'allais dire que je ne suis pas aussi pessimiste que vous quant au fait que tout le monde soit matérialiste. Il y a encore bien des belles choses qui se font au Québec. Et justement, je déplore l'incohérence. Et parfois, je devrais dire, je suis heureux qu'il y a cette incohérence parce qu'au moins, il y a des belles choses qui se font, mais en même temps, les personnes qui font de belles choses altruistes pour des personnes qui sont déjà nées, je trouve ça bizarre qu'elles ne le font pas pour des personnes qui ne sont pas encore nées. Alors, mais il y a encore beaucoup de dévouement, d'amour, de sacrifice envers, ça peut être des personnes handicapées, des vieillards ou autres. Mais malheureusement, ça ne semble pas aller dans la bonne direction. Il y a un dépérissement de ce dévouement, de ce sacrifice, justement parce que dans notre société, il y a de moins en moins de compréhension que la douleur peut faire partie intégrante d'une vie. Le sacrifice peut valoir la peine d'être fait, même s'il n'y a rien en retour en cette vie. Donc l'idée de vie éternelle après la mort, si cela s'estompe et disparaît, mais pourquoi me sacrifier jusqu'à la fin si je ne vais pas pouvoir jouir en cette vie de ce que j'ai fait? Alors, tout ce dévouement-là qui pourrait être attribué à la notion qu'après la mort viendra une récompense, en quelque sorte, mais si cela se perd, alors il ne va pas avoir de sacrifice pour les plus faibles, pour les gens qui dans la souffrance, ou pour moi-même qui est en souffrance. Pourquoi me débattre? Pourquoi tenter de vivre plus longtemps ou de persévérer s'il n'y a rien en cette vie pour me récompenser? Alors, je crois que la tendance en est une qui est mauvaise, qui va vers moins de dévouement, moins de sacrifice, moins de tolérance à la douleur, plus d'individualisme et d'égoïsme et de tentative de jouir au maximum du temps que nous avons parce qu'après, ça sera juste l'extinction totale. C'est sérieux comme discussion. Si on tente d'expliquer l'origine de cet individualisme extrême, se pourrait-il qu'il puise ses sources dans la révolution sexuelle des années 60, dans le féminisme, dans la perte de la foi de façon générale? Les origines de cette espèce d'individualisme-là sont complexes, je dirais. Mais je pense que le tournant décisif au niveau de l'histoire de l'Occident s'est fait avec un certain philosophe du nom de René Descartes. Alors, avec lui est apparu ce qu'on appelle le subjectivisme. Alors, le subjectivisme, c'est quelque chose qui veut dire que la réalité, la certitude sur ce qui est vrai ou faux, part de ma personne et ne vient pas de l'extérieur. Ça commence avec moi. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est de construire un système où les certitudes pouvaient être basées sur une certitude primordiale et inébranlable. Parce que dans son époque, avec les guerres de religion, le protestantisme qui ravageait l'Europe, qui transformait l'Europe et qui provoquait des guerres de religion,
le doute était semé sur ce qui était vrai et faux. Alors lui cherchait un fondement, un nouveau fondement pour la certitude scientifique. Alors, et son fondement était le cogito ergo sum, donc je pense, donc j'existe. Alors, c'est ce nouveau fondement qui vient non de l'extérieur, non des sens, parce qu'il mettait tout ce qu'il voyait en doute. Peut-être que ce que je vois est une illusion. Peut-être que je suis dans une espèce de... Il ne le disait pas de cette façon-là, mais aujourd'hui, peut-être que je suis dans une espèce de matrice et tout ce que je vois est une simulation. Peut-être que mon cerveau est en train de flotter dans un bac et que je me fais stimuler les neurones et ce que je crois voir n'est pas vraiment là. Alors tout ça est en doute, mais ce qui n'est pas en doute, c'est que je suis en train de penser à ce que je fais maintenant, que j'existe. Alors le doute est universel, sauf que moi j'existe. Donc le moi devient le centre de la connaissance et non l'autorité ou les sens. Tout cela est mis de côté. Alors avec ce tournant épistémologique, donc de la connaissance, l'homme moderne s'est centré sur lui-même. C'est moi qui compte, c'est mes émotions, ma pensée, c'est cela qui est important, le reste est moins important. Que ce soit la religion, que ce soit l'autorité, le gouvernement, tout cela est au second plan. Le premier plan, le centre de l'univers, si on veut, c'est le moi, c'est moi. Et donc, on parle d'une révolution copernicienne, mais par rapport à l'homme, à sa subjectivité. Alors, avant Copernic, les hommes croyaient que la Terre était au centre de l'univers. Avec Copernic, c'était devenu en fait le Soleil qui était au centre, mais ensuite, on a vu que finalement, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas vraiment de centre. Et par ailleurs, c'est un peu cela avec le postmodernisme, c'est que avant, on croyait que le centre, la vérité venait soit de la révélation des sens. Ensuite, la vérité vient de nous-mêmes. Ça, c'est le moderne. L'authenticité, le vrai, ça part de moi et ensuite, je peux bâtir à partir de cela. Et avec le postmodernisme, il n'a plus de vérité. Alors, nous sommes à cette étape aujourd'hui que vraiment tout est relatif, il n'y a pas vraiment de centre. Le fameux poème de T.S. Eliot écrit autour du temps de la Première Guerre mondiale, « The center does not hold ». C'est dans son poème « The Wasteland ». Ça exprimait cette pensée que, avec Descartes, le centre est passé de la révélation divine et Dieu à l'homme. Et maintenant, l'homme a perdu le centre. Et maintenant, il n'y a plus de centre. Donc, le sens à la vie n'existe plus. Mais je dirais que l'individualisme d'aujourd'hui, c'est un vestige de la modernité instituée au 16e siècle. C'est-à-dire, l'important, c'est moi, c'est la base de la certitude. Puis ensuite, on peut aller, à partir de ce que je crois et de ce que je veux, on peut ensuite passer aux prochaines étapes. Les gouvernements sont subitement devenus démocratiques. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre chaque subjectivité comme étant la base de légitimité pour le pouvoir. Le pouvoir n'était plus dans un roi à l'extérieur des sujets. Le pouvoir est devenu chaque personne qui décide pour elle-même. Alors, il fallait que le gouvernement soit démocratique, que tous ces mini-dieux-là soient comptabilisés et ensuite que le vote ait lieu pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Alors, voilà, on est encore dans cette période-là, mais tranquillement, même cela n'existe plus. Même ce centre individuel commence à s'effriter. Et nous retournons, je dirais, dans une espèce de néopaganisme où cet individualisme droit de l'homme démocratique ne sert que de masque
pour un nouveau pouvoir décomplexé à la néo-païenne, c'est-à-dire des gens, des oligarques et autres, qui font à leur guise et qui mènent le bal, mais en faisant miroiter au peuple la démocratie et les droits de l'homme pour mieux les endormir et pour mieux conduire à bien leurs projets. Mais donc, l'individualisme radical vient de ce subjectivisme de Descartes, de ce « je suis, donc j'existe ». Et donc, et après cela, ce fait que le sujet soit la base de la connaissance mène à ce libéralisme que nous connaissons aujourd'hui. Chacun peut choisir pour soi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est son droit. Et c'est pour cela que nous avons cela aujourd'hui. N'empêche qu'il y a quand même eu un point de rupture important dans les années 60. La démocratie existait avant, mais les gens avaient la foi. Il y avait tout de même le souci du bien-être collectif qui était présent. Il y a eu tout de même quand même un moment clé dans le dernier siècle qui a fait bouleverser les choses, c'est-à-dire qui a rendu... c'est-à-dire qui a été comme une expérience faite à partir de la théorie de Descartes dont vous parliez. Là, on voit vraiment qu'il avait raison dans son analyse, parce que là, on l'a vécu depuis les années 60. Mais il y a eu une coupure avec nos racines morales, nos racines avec la foi, avec nos rôles traditionnels. Et d'ailleurs, à ce sujet... Quand je pense à la génération des baby-boomers, on leur en met beaucoup sur le dos, mais est-ce que dans son inconscient, cette génération-là n'a pas été incitée à abandonner son rôle traditionnel, le rôle qu'elle tenait depuis des siècles, les parents qui transmettent des valeurs à leurs enfants, qui protègent leurs enfants, qui surveillent les fréquentations de leurs enfants, qui s'assurent que leur enfant va se fiancer, se marier avec un fils ou une fille de bonne famille. Ça a été le rôle des familles pendant des siècles. Et soudainement, à partir des années 60, on peut dire à peu près, ce rôle-là il y a eu une rupture très brusque avec ce rôle ancien qu'avaient les familles. Puis je ne veux pas généraliser, je sais qu'il y a des exceptions, mais de façon générale, disons, il faut généraliser pour expliquer un phénomène, on n'a pas le choix. Donc, quand on y réfléchit bien, la législation de l'avortement est la suite logique de cet abandon du rôle parental traditionnel. La responsabilité d'éviter une grossesse indésirée est reléguée à l'État, sauf que ce dernier s'y prend d'une façon beaucoup moins morale que les parents à l'époque, lorsqu'ils s'occupaient du bien-être de leurs enfants, de s'assurer que finalement, des grossesses indésirées, on évitait qu'il y en ait en amont, alors que là, on les laisse arriver et puis on s'en occupe après. Oui, alors, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué, je dirais, à la situation qui existe aujourd'hui par rapport à l'avortement. La Deuxième Guerre mondiale a eu un effet choc sur les consciences et certains ont profité des crimes odieux commis par les fascistes, dont le régime nazi, pour assimiler tout ordre moral non issu de la subjectivité, tout ordre des choses, je dirais, traditionnelles, au fascisme. Donc, entre guillemets, la droite a été assimilée au fascisme. Donc, il y a eu une espèce de honte et d'effondrement de tous les mouvements qui pourraient même de loin ou de près ressembler, de quelque manière que ce soit, au fascisme. Donc, famille, patrie, Dieu, tout cela a été diabolisé après la Deuxième Guerre mondiale dans plusieurs milieux. Donc, cet individualisme et subjectivisme qui était déjà dans l'atmosphère de l'Occident depuis bien des siècles s'est exacerbé avec la diabolisation des mouvements qui étaient plutôt, je dirais,
reconnaissant d'un ordre extérieur à l'homme auquel il fallait se conformer. Alors, tout ça a été diabolisé comme étant du fascisme après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a fait que presque aucun gouvernement ne pouvait préconiser la famille traditionnelle ou les rôles traditionnels ou rien qui ne soit pas décidé par la personne autonome elle-même. Alors déjà, là, ce mouvement de diabolisation post-Deuxième Guerre mondiale a été un facteur très important à plusieurs égards. On peut parler que les consciences ont été marquées même pour le Deuxième Concile du Vatican, l'Église, dans son orientation, sa façon de faire. Ça a marqué le gouvernement américain qui, avant la Deuxième Guerre, était plutôt chrétien, d'orientation, famille et tout cela. Puis après, la Deuxième Guerre mondiale, très libéral, très neutre par rapport à la religion, parce que la religion était assimilée à un système, une idéologie imposée, comme l'était le fascisme. Il fallait éviter cela à tout prix. Alors, tout ce qui avait un relent d'imposition sur la personne autonome sur le sujet était vu comme étant comme les nazis. Alors, si je peux me permettre, je comprends bien ce que vous dites. Par contre, quand je regarde les pays occidentaux dans leur ensemble, tous les pays occidentaux ont subi à peu près la même propagande et le même phénomène post-Deuxième Guerre mondiale. Cependant, quand on regarde les différentes populations, aujourd'hui, on voit par exemple les Hongrois. Hein? D'ailleurs, notre responsable de la technique, Margareta, est d'origine hongroise. On voit que c'est une société qui a maintenu beaucoup plus ses valeurs traditionnelles, la famille, la religion, alors qu'au Québec, et d'autres cultures aussi, on les ont préservées davantage, qu'on pense aux Russes, qu'on pense aussi après je veux dire, post-Union soviétique. Et quand on pense aussi aux Américains, qui, malgré qu'ils ont vécu des temps durs, ont quand même maintenu leurs valeurs traditionnelles beaucoup plus que la société québécoise. Et quand on regarde le Canada dans son ensemble, les Canadiens anglophones, qui sont quand même très libéraux aussi aujourd'hui, mais n'ont tout de même maintenu un petit peu plus, quand on regarde surtout les provinces de l'Ouest, ces principes-là. Pourquoi au Québec, ça a été si radical, l'abandon des valeurs traditionnelles? Si radical. J'aimerais d'abord mettre un bémol sur certaines de vos affirmations. Par exemple, la Russie demeure un pays où le taux d'avortement est de loin supérieur aux pays occidentaux, quand même. Même s'il y a un travail qui se fait pour contrer cette tendance, c'est quand même un taux très élevé par rapport à l'Occident, puis au Québec. Puis en Hongrie, bien que le taux d'avortement est à la baisse, le taux de reproduction demeure en bas du taux de remplacement de 2,1 enfants par femme. Et donc, la population est en train de chuter encore en Hongrie, malgré les efforts, je dirais, titanesques du gouvernement Orban ces dernières années. Alors, il y a encore, je dirais, une mentalité individualiste. Une mentalité qui ne pense pas nécessairement à l'avenir, aux enfants, à la famille, mais qui hésite à sacrifier pour avoir plusieurs enfants et tout cela. Et en dépit de toutes les subventions, le financement qu'on offre aux femmes, après 4 enfants, une femme n'a plus à payer aucun impôt en Hongrie. Et on donne des prêts pour une première maison, des prêts ou des dons pour un véhicule, un premier véhicule pour les familles qui ont des enfants. Alors, toutes sortes d'avantages fiscaux. Et malgré tout cela, le résultat demeure mitigé. Je dois l'affirmer. Je suis admiratif du gouvernement Orban
qui fait très bien son travail et Orban en particulier, en tant que chef d'État, n'a pas d'égal présentement sur la planète Terre. Je ne vois aucun autre qui, sous plusieurs aspects, fait le travail qu'il fait. Malgré cela, la culture demeure celle de l'Occident et demeure pas mal la même. Donc, oui, cette diabolisation suite à la Deuxième Guerre mondiale a eu un effet, et cet effet est pas mal homogène, mais je dirais que aussi un énorme, je dirais, une bombe atomique culturelle était celle de la pilule contraceptionnelle, c'est-à-dire la contraception orale. Lorsque cette pilule est arrivée, je dirais que le libéralisme, c'est-à-dire je décide de la réalité et non mon corps ou aucune autre autorité peut me dire quand avoir un enfant, c'était vraiment mis en acte à ce moment-là. C'était un contrôle presque total sur la reproduction et la sexualité a été coupée complètement de la reproduction. Et donc, l'idée que la jouissance de la sexualité avait comme effet une responsabilité d'enfanter, cela a été divorcé. Et donc, la jouissance pouvait être obtenue sans conséquence, sans que cet acte ne culmine avec ce que la nature avait pour but. Et donc, cette ignorance ou ce refus de la loi naturelle, c'est-à-dire de cette reconnaissance que nos corps ont une signification morale pour nous, en dépit de nos désirs immédiats. Donc, si on est fait de cette manière, c'est peut-être qu'on devrait agir d'une certaine manière. Voilà ce que c'est que la loi naturelle. C'est que la façon que nous sommes structurés a un sens pour ma vie morale. Tout cela a été perdu complètement avec l'arrivée de la pilule contraceptive. Et cela a eu comme effet que cette idée que le sujet est au centre de la réalité, qu'il peut décider du bien et du mal sous tous ses aspects, a été, comme je dirais, renforcée à ce point-là, à ce moment-là. Alors ça, c'est une autre chose. Ensuite, vous avez parlé d'étatisme, c'est-à-dire que l'État maintenant prend en charge de plus en plus de choses que soit la famille ou une autre communauté intermédiaire devrait se charger. Donc, l'État viole aujourd'hui ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui est un principe selon lequel l'État ne devrait pas s'ingérer dans des domaines qui pourraient, dans des problèmes qui pourraient être résolus par des groupes plus petits. Parce que l'État n'a pas nécessairement les capacités de bien comprendre les situations locales, les différences locales. Le particulier lui échappe et l'efficacité est moins bonne. Il va y avoir du gaspillage, des bureaucrates, une grosse bureaucratie va se développer si le gouvernement se prend à toutes sortes de problèmes personnels. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le système de santé coûte des dizaines de milliards par année au Québec. Le système d'éducation, un autre 50 milliards et plus par année. Alors tout cela est dû au fait que l'État prend en charge de plus en plus de fonctions que la famille et l'école, fondée par des familles, devraient gérer. Et ça, c'est un résultat, justement, paradoxal, mais qui a du sens quand on y pense. C'est l'individualisme qui cause l'étatisme. Comment? Mais quand tout le monde s'émiette, quand il n'y a plus de lien entre eux, c'est le seul point commun pour contrôler les gens, pour les garder un peu en cohérence l'un avec l'autre. Sinon, c'est du chaos complet. Alors, pour
paradoxalement, quand on ne s'impose pas une structure ou quand on ne reconnaît pas la structure inhérente à notre corps, à ce que nous avons hérité, notre famille, notre nation, quand on refuse de reconnaître ça et on se dit individuel, autonome, souverain, sans lien avec l'autre, bien là, paradoxalement, ce qu'il faut arriver, c'est qu'un État doit prendre en charge le tout. Et c'est justement un contemporain de Descartes, Thomas Hobbes, qui l'a affirmé en premier. C'est qu'il faut un genre de ce qu'il a appelé le Leviathan, l'État monstre, pour contrôler tous ces individus qui n'ont aucun lien d'affection l'un avec l'autre, qui se battraient entre eux si ce ne serait que pour cet État qui contrôle les pulsions méchantes des hommes, des pulsions, je dirais, égoïstes des hommes. Alors, l'individualisme mène à l'étatisme. L'État doit être très fort pour contrôler tous ces individus qui n'ont aucun lien et aucune affection l'un pour l'autre. C'est vraiment intéressant. Merci pour cette explication. Maintenant, voyez-y du complotisme de ma part, si vous le voulez, mais cette soudaine propagande des années 60 ou post-Deuxième Guerre mondiale, si vous le voulez, parce que moi, je suis pas de celles qui croient que les choses sont arrivées par elles-mêmes toutes seules. Je pense qu'il y a peut-être des forces derrière qui ont incité à ce que notre société est devenue. Se pourrait-il que ça a été orchestré, donc on parlerait d'ingénierie sociale ici, pour justement entamer la destruction progressive de notre nation et signer le début du déclin du Québec et du Canada, parce qu'ici on parle plus du Québec et du Canada, bien sûr, même si je pense que ça touche l'Occident dans son ensemble. Ne serait-il pas temps que nos concitoyens réalisent que cette révolution tranquille qu'on nous a présentée comme étant quelque chose de formidable et ce refus global qu'on glorifie étaient des armes de destruction massive contre la population québécoise et non des outils de libération comme ce qu'on a voulu nous faire croire, même s'il y avait probablement certaines revendications dans les années 60 qui étaient légitimes, bien sûr. Alors, c'est bien documenté que certaines sectes, on les appelle les sectes maçonniques, cherchaient à créer un nouvel ordre des choses en brisant ou en diluant, en détruisant la chrétienté. Un des documents les plus notoires était celui de la Haute Vente. C'est une loge maçonnique italienne. Et un document a été découvert dans la Cité du Vatican sous le règne de, je crois, Grégoire XVI et a été publié par Pie IX. Et dans ce document, on disait que pour garantir, je dirais, la diffusion des idées libérales, donc de nier l'autorité du roi, de nier l'autorité de l'Église, il fallait que les mœurs soient modifiées, c'est-à-dire qu'il fallait ternir les consciences, il fallait avilir les consciences pour que les gens ne puissent plus être chrétiens pratiquants. Donc la pornographie, la mode, les différentes sortes de modes scandaleuses. Tout cela devait se faire pour que le christianisme cesse d'exister dans les faits. Et surtout, ce qui était visé, c'était la femme. Parce que la mère du foyer était la courroie de transmission principale du christianisme. C'est elle qui élevait les enfants, c'est elle qui leur donnait le petit catéchisme par l'exemple de sa vie, par son comportement, etc. Donc, vraiment, dans ces documents-là, on indiquait que la façon de procéder, c'était l'avilissement, le salissement, l'impureté, surtout de la femme. Et donc, on peut voir dans les mouvements féministes, dans les modes
dans l'habillement, dans la promotion de l'infidélité dans les films et tout cela, on peut voir le déroulement de ce plan-là, de destruction d'un ordre pour en permettre un autre. Et maintenant, on peut aussi voir, quand on veut régner, quel est le meilleur moyen de le faire? C'est en divisant. Diviser pour mieux régner. Alors, le mécanisme du libéralisme, cet individualisme, qu'est-ce qu'il facilite? Il facilite l'étatisme. Et donc, qui fait élire l'État? C'est-à-dire, qui donne l'argent, qui permet à ce qu'un gouvernement soit élu ou non? C'est les médias de masse. Ce sont les médias de masse. Ce sont les représentants de la haute finance. Alors, par le biais de propagande médiatique, on fait en sorte qu'on brise ce genre de chrétienté qui existait auparavant, de mœurs sociales, de structures familiales. On crée des individus isolés, ce qui requiert un État ultra puissant. Et ensuite, cet État doit avoir des dirigeants et nous les choisissons, nous les désignons par nos médias de masse. Alors, ce qu'on finit par avoir, et c'est le cas aujourd'hui, c'est une oligarchie. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des personnes à la tête de corporations énormes qui désignent les gouvernants d'États tout-puissants sur un peuple divisé qui n'est pas capable de se rallier à quoi que ce soit parce qu'on lui a vendu cette idée d'autonomie absolue, de subjectivisme. Donc, on lui a vendu cette idéologie pro-choix, que le bien et le mal est basé sur le sujet, sur ce qu'on pense nous-mêmes, qui est bien et mal, et que cette capacité de choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, est sacrée. Alors, on lui a vendu cela. Cela a causé un écartèlement, une division entre les personnes, parce que chacun a son opinion sur ce qui est bien et mal, et ce qui a permis ou qui a nécessité l'État tout-puissant, et cet État tout-puissant est mis au pouvoir par les gens qui ont le pouvoir de propagande et de convaincre les gens de voter pour ces gens-là. Alors voilà. Et donc, cet ordre fait l'affaire à des individus richissimes qui ensuite feront ce qu'ils veulent avec leur pouvoir. Mais vraiment, est-ce qu'ils ont un plan arrêté? Je pense que, moi je crois en Dieu et je crois aussi à l'ennemi de Dieu. Et je pense que ces gens-là, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils font la volonté de l'ennemi de Dieu. Et ce que l'ennemi de Dieu veut vraiment, c'est la fin de l'humanité. L'ennemi n'aime pas la vie. Il veut la tuer de toutes sortes de façons. Il est meurtrier, il est menteur. Alors, on a vu que le mensonge était celui de la subjectivité, que chacun peut décider du bien et du mal. C'est faux. Mais on nous a donné ça. Ça nous a brisé l'un de l'autre, ça nous a divisé l'un de l'autre, ce qui a fait que nécessitait l'État tout-puissant. Et cet État est désigné par les élites. Et maintenant, ces élites-là, sans boussole eux-mêmes, ils se croient tout-puissants, ils se croient Dieu, mais ils vont inévitablement, s'ils ne se repentent pas, ils vont mener l'humanité à sa destruction. Que ce soit par un genre de conflagration nucléaire qui n'est pas si loin que cela en ce moment, avec la guerre en Ukraine et la menace de l'OTAN d'intervenir auprès des Russes. Ça peut très vite se dégrader. Ça peut se dégrader très vite en un échange nucléaire. Alors, il y a cette voie-là, mais il y a aussi la voie, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais du transhumanisme, c'est-à-dire l'abolition de l'humanité même. On le voit un peu venir avec l'intelligence artificielle. L'être humain est devenu de trop sur cette planète. Et cette attitude de haine
envers la soi-disant droite extrême et tout cela, et les racistes et les hommes toxiques et tout cela. Maintenant, on dirige la haine contre... Mais ça sera bientôt contre l'humain en tant que tel. Vous êtes de trop. Et les gens commenceront à penser, je suis le carbone qui est à éliminer. Vraiment, je suis de trop sur cette planète. L'euthanasie ne sera pas non plus juste optionnelle, elle sera obligatoire. Ça sera peut-être à un certain âge. Puis ensuite, pour certaines personnes qui n'ont pas les bonnes opinions, et on récoltera leurs organes et ainsi de suite, pour faire des vaccins et ainsi de suite. Mais la situation va aller en se détériorant parce que ces personnes ultra puissantes qui ont abandonné Dieu se croient tout puissants, mais ils se sont fourvoyés. Ils sont simplement les marionnettes de Satan. Merci. Si on revient au Canada, le docteur Henry Morgentaler, dont on a peu parlé, peut certainement être considéré comme étant le père de l'avortement au Canada. En effet, avant la légalisation de l'avortement, il faisait régulièrement la une des médias, ayant ouvert les premières cliniques, je crois, d'avortement dans le pays. En France, il y a Simone Veil, qui était une politicienne, la ministre de la Santé dans les années 70, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui, elle, a légalisé, fait en sorte que l'avortement devienne légal en France quelques années plus tard. Même si l'idéologie était moins radicale à cette époque, est-il possible d'envisager que ces personnes, parce que leur travail était presque simultané dans nos pays, est-ce qu'il est envisageable que ces personnes aient pu être subventionnées par les organisations auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure ou par des pays étrangers? Parce que ça marque vraiment, cette époque-là marque vraiment le début du déclin de l'Occident. Donc, on peut y penser, quoi. Ça nous passe par la tête. Cet effort de dépénaliser l'avortement a sûrement été piloté. Je dirais que dans ces années-là, les années 60-70, c'était des années où la propagande malthusienne battait son plein. Donc, c'était une idéologie selon laquelle il y avait trop de personnes sur la planète. Et que si la population n'était pas contrôlée et voire réduite radicalement, que nous allions avoir des famines et même des guerres provoquées par le fait que certaines populations n'aient pas suffisamment de place pour s'épanouir, donc viendraient dans d'autres pays et s'attaqueraient à d'autres pays pour avoir plus de place pour leur population. Donc, cette idéologie malthusienne était très forte à ce moment-là et allant jusque dans le secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait à ce moment-là, dans les années 60, rédigé un rapport du nom de NSSM 200 qui préconisait des politiques de dépopulation de certains pays du tiers-monde pour réduire le potentiel de conflits armés avec ces pays-là et également pour assurer l'hégémonie américaine par l'accès aux ressources naturelles à ces pays-là. Donc, c'était une politique qui a été acceptée par les gouvernements américains successifs et ça a été finalement rendu public dans les années 90, je crois. C'était mon prédécesseur à Campagne Québec Vie, Gilles Grondin, ancien diplomate canadien, qui avait fait connaître ce document au Canada. Alors, qui dit dépopulation dit deux choses, principalement contraception et avortement. Donc, tous les pays qui ont adopté ces politiques, et bien sûr, les États-Unis, une des stratégies pour encourager la dépopulation, c'est de faire passer le message à travers les Nations unies. Parce que si le message venait des États-Unis, il y aurait un peu de doute sur
le bien fondé d'une telle recommandation. Les autres pays diraient, mais c'est vous qui nous dites cela pour prendre le dessus sur nous. Mais si cela venait des Nations Unies, de l'UNESCO et du Fonds de population, alors là, le message passerait mieux. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, les États-Unis finançaient les Nations Unies et les Nations Unies, en contrepartie, passaient le message de réduction de population. Donc, encourageaient d'abord la contraception et ensuite l'avortement pour que baisse la population. Alors ça, c'était très fort dans ces années-là. Et ça, c'était concerté. Et donc, des gens comme Morgentaler, Simone Weil, puis aux États-Unis, Bernard Nathanson, alors, étaient sûrement, je dirais, financés de près ou de loin par l'État profond américain, si on peut dire. Donc, la CIA ou le département de l'État des États-Unis ou autres. Toutes sortes des dons sont faits aux universités pour inviter des gens. Des chaires de recherche sont créées. Toutes sortes de moyens pour inciter les universités et, je dirais, l'élite universitaire, médicale et politique de promouvoir ces solutions aux problèmes de population, comme il le disait. Et finalement, pour le cas de Henry Morgentaler, je sais que lui, c'était un athée, un révolté, et sa mission était d'éradiquer la religion. Il croyait que pour lui, c'était une imposition, encore une fois, à l'homme, une aliénation, quelque chose qui en fait a mené à l'Holocauste. Alors voilà encore, l'écho de cet Holocauste a eu des répercussions. Donc pour lui, c'était une motivation de ne jamais lâcher par rapport à l'avortement, parce que pour lui, c'était sa mission de briser les tabous causés par la religion. Vous parliez de déclin démographique causé par, en partie, l'avortement, la pilule contraceptive, ainsi de suite. Au Québec, c'est évident qu'il y a un déclin démographique. Je ne sais plus c'est quoi les statistiques. Je pense qu'on parle de 0,7 enfants par femme ou en moyenne. Je ne sais plus exactement. Je pense que ça tourne autour du 1,7, 1,8. Et cela dépend de la tranche démographique, c'est-à-dire les individus issus de la diversité ont un taux de reproduction plus élevé, peut-être un 2,4, 5, peut-être même 3. Puis les, je dirais, québécoises de souche, ça doit être même pas 1, peut-être 1 point quelque chose. Merci. Donc, connaissant ces statistiques, ne serait-il pas urgent que notre gouvernement mette en place des mesures incitatives aux grandes familles? Je pense que vous m'avez dit avant l'entrevue que le Canada avait déjà en place des mesures, comme c'est le cas en Hongrie, en Russie. Ils ont annoncé des mesures importantes familiales pour inciter aux familles de 3, 4, 5, jusqu'à 8, 10 enfants. Est-ce que avoir de meilleures mesures au Canada favoriserait la famille ou favoriserait la natalité chez les femmes québécoises de souche? Je ne pense pas, si je prends par exemple l'exemple de la Hongrie, que ça fait grand-chose. Parce que l'enfantement, avoir des enfants, n'est pas une question d'argent, c'est ailleurs, c'est une question de vie, de sensibilité, d'orientation de sa vie, le sens de sa vie. Si on a une mentalité consommatrice individualiste, l'enfant n'a pas de sens tellement, surtout si on est imbu de propagande malthusienne, que la planète, il y a trop de monde, que les gaz à effet de serre vont nous étouffer, que la planète va brûler.
mieux vaut avoir aucun enfant dans ce cas-là. Les gouvernements, pour leur part, veulent accroître, ou certains veulent accroître la population. On parle d'un projet pour que le Canada atteigne le 100 millions par 2100. Mais ils veulent le faire uniquement par immigration. Il y a deux raisons. De un, ils veulent, je dirais, conserver, ils sont maintenant conservateurs, mais de l'idéologie moderne de l'individualisme. Donc, ils veulent conserver cette idéologie-là, ne veulent pas que les gens retournent à une, disons, version antérieure de la vie. Donc, ils veulent conserver ce libéralisme, cet individualisme, mais ils veulent aussi que le pays soit puissant en nombre. Donc, ils vont aller chercher les gens d'ailleurs et les greffer au pays de façon artificielle. Je pense que c'est là leur plan. En plus, s'ils prennent des gens d'ailleurs, ils conserveront cet individualisme qu'ils voulaient, qu'ils ont besoin pour la puissance de l'État. Puisque si les gens ont une affinité naturelle, donc d'une même nation, d'une même famille, d'un même clan, mais là, le rôle du gouvernement s'affaiblit dans ce cas-là. Alors, pour maintenir leur pouvoir, il leur faut une diversité presque complète. Il leur faut des individus tous différents l'un de l'autre, tous divisés entre eux pour mieux régner sur eux. Alors, voilà pourquoi je pense que le gouvernement, s'il est libéral, non seulement le Parti libéral, mais dans son attitude, dans son idéologie, il va vouloir, oui, peut-être accroître la population, mais par immigration seulement, parce que cela accroît la diversité, accroît l'individualisme et donc rend possible son hégémonie pour aussi longtemps que cet individualisme perdure. Merci. Donc, une forte natalité serait un indicateur d'une nation saine et remplie d'espoir pour l'avenir. On espère que nos éditeurs vont l'avoir compris suite à cet entretien long, mais vraiment riche en informations. Sur ces mots, nous allons le clore cet entretien. Souhaiteriez-vous, M. Buscemi, ajouter quelque chose et dire à nos auditeurs comment ils peuvent suivre votre travail? Merci, Manon, pour cet entretien. Alors, les gens peuvent nous suivre sur notre site web, Campagne Québec Vie, www.cqv.qc.ca. Sur Facebook ou Twitter aussi, nous sommes présents. Alors, je dirais ce qu'ils peuvent faire. Nous avons différentes activités, comme le 6 octobre, dépendamment de quand vous allez publier cet entretien, se tiendra la chaîne de la vie, où les gens peuvent se tenir en public avec une affiche qui dit « L'avortement tue les enfants ». Parce que finalement, pour ce qui est de la question de l'avortement, c'est vraiment aussi simple que cela. Nous n'avons pas le choix de définir la réalité comme bon nous semble, quoi qu'en disent certains idéologues. L'enfant à naître est une personne humaine à part entière et l'avortement tue cet enfant. Et là, donc, le 6 octobre de cette année, et à chaque année, le premier dimanche du mois d'octobre, nous avons cette chaîne de la vie qui a lieu à plusieurs endroits, 300 endroits à peu près au Canada et des milliers d'endroits aux États-Unis et ailleurs. Je viens d'apprendre que 2 chaînes vont avoir lieu au Togo bientôt, le 6 octobre également. Grâce à nos efforts au Québec, des gens d'Afrique commencent un peu aussi à en faire, parce que les ONG et les Nations unies aussi infiltrent ces pays-là pour encourager l'avortement. Alors, le 6 octobre, nous avons ces chaînes. Nous avons la Marche pour la vie à Québec au mois de mai ou juin.
Donc, vous pouvez lire notre site web, nos nouvelles, pour savoir quand, la date exacte. Et aussi, à Ottawa, il y a la Marche pour la vie annuelle le premier jeudi du mois de... ou le deuxième, pardon, jeudi du mois de mai. Alors, vous pouvez voir la date exacte en allant au marchforlife.ca. Nous avons aussi d'autres activités que nous mettons sur notre site web. Et aussi, je dirais, pour vous-même, devenir davantage informé. Alors, si vous avez écouté à cet entretien, c'est déjà cela, mais ensuite, faites d'autres recherches, approfondissez vos recherches. Je pense sincèrement que la foi en Dieu est nécessaire pour vraiment tenir tête aux forces auxquelles les forces qui nous confrontent dans ce combat-là pour la vie et contre l'avortement, contre les autres atteintes à la vie, pour le mariage, pour la famille. Il faut se munir de force. Alors, je pense que d'approfondir sa foi, sa connaissance de la foi chrétienne, ces choses-là, je pense, sont importantes. Et aussi, je dirais, s'informer sur qui voter, parce que je pense que même si présentement, ce n'est pas très reluisant par rapport au choix qui s'offre à nous, il y a certains candidats, il y a certains partis qui quand même, dont le PPC, que je dois reconnaître comme étant un parti intéressant pour nous. Et il faut s'informer quand on vote. Même si ce geste n'est pas le début et la fin de ce que nous faisons en tant qu'être humain, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut nous attarder. Alors, il faut faire ces recherches convenablement et bien faire nos choix aux urnes. Alors, s'informer et aussi, j'espère que les gens sauront avoir un esprit critique par rapport aux médias de masse, parce que plusieurs mensonges sont véhiculés à travers ces médias-là, véhiculés par justement ces personnes qui se mettent contre Dieu, contre la famille, contre la loi naturelle. Et donc, il faut vraiment se méfier des messages implicites et explicites véhiculés par les médias de masse. Alors voilà. Il me reste à vous remercier chaleureusement de vous être déplacé jusqu'à Montréal pour nous rencontrer. Merci aussi à ma collaboratrice Margareta Mina aux techniques. Il me reste donc à vous saluer tous et à espérer que cet entretien vous aura plu. Très bonne soirée à tous et à une prochaine. Merci.